Bonjour à toutes et tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle série des causeries de la culture dédiée aux origines des Réunionnais. Alors aujourd'hui nous recevons pour cette série qui va s'intituler Qui sont les engagés, le docteur Jean-Régis Ramsamy. Bonjour. Bonjour Joël. Alors je suis particulièrement heureuse de vous recevoir. Nous avons déjà un petit temps de présentation. Alors vous êtes une personnalité de la télévision réunionnaise, mais vous êtes donc à la fois grand reporter et vous êtes aussi un historien, ce que tout le monde ne connaît pas de votre biographie. Et vous êtes docteur, donc vous avez soutenu notamment une thèse dédiée à un sujet qu'on va évoquer tout de suite. Est-ce que vous souhaitez compléter cette présentation ? Je crois qu'elle est suffisante. Je crois dire l'essentiel. Entendu. Alors nous allons commencer tout de suite notre émission par un fait important qui est un bateau. Un bateau qui, d'un seul coup, a fait surgir ce sujet dans notre histoire immédiate. Alors, je vous propose de commenter ce visuel. Oui, je suis assez heureux que vous commenciez par cela, par cette photographie qui vient donc de l'Iconothèque historique de l'océan Indien. Et les médias ont eu la bonne idée, il y a 3 mois de cela, de relayer cet événement qui est la turquoise. Il y a juste 3 mois, le 3 juin 2022, on célébrait donc l'anniversaire de l'arrivée au Barachois même de la turquoise et ce voilier qui est arrivé le 3 juin 1828. Il s'agit d'une goélette qui était partie de Yanaon sur la côte de Coromandel, donc de l'Inde, et qui a transporté pas moins de 15 travailleurs à l'île de la Réunion. Pensez qu'on a vécu, Joël, pendant plus de 150 ans sans connaître la date exacte de l'arrivée de ce bateau. De ce petit bateau, ce bateau à voile qui transportait des premiers travailleurs indiens. Et c'était, me semble-t-il, juste un manque d'élégance par rapport aux autres diasporas indiennes qui existent de par le monde, que de ne pas savoir justement cette date. Et l'univers, si on peut dire ça, a voulu que cette erreur, que cette absence soit enfin réparée. Et c'est ce qu'on appelle dans le monde entier l'Arrival Day, le jour de l'arrivée de ce bateau. Et nous avons travaillé avec d'autres historiens. Je pense là tout de suite à Sully Govindin qui travaille aussi avec nous, à d'autres comme Laurent Coutaille. Et voilà qu'au mois de mai, nous découvrons enfin cette fameuse date. Nous arrivons à le localiser. Et vous avez immédiatement la source. Donc c'est la feuille hebdomadaire de l'île Bourbon qui, dans son édition du 11 juin 1828, rend compte de l'arrivée de la turquoise à l'île Bourbon. Et cette date, finalement, était bien cachée, entreposée dans une section des archives départementales de La Réunion, qui est des archives pour lesquelles nous pouvons finalement remercier que cette pièce se soit encore trouvée là, puisque nous savons, il est de notoriété publique de dire qu'aux archives, beaucoup de choses ne sont plus là, pas absolument par du vol ou du pillage, ça c'est un peu facile, mais surtout par l'usure du temps. Et là, voilà que cette pièce se trouve encore là, donc plus d'un siècle et demi après, et rend justice finalement à l'histoire de la Réunion entière, pas seulement l'histoire des Indiens de la Réunion, mais rend justice à cette histoire en nous donnant cette date, en nous permettant en fait d'être sur le même pied d'égalité dans le monde entier avec les autres diasporas. Oui, alors ça c'est extraordinaire. Donc c'était cet événement du coup qui va donner le coup d'envoi à cette série d'émissions. C'est vrai que ça a été un grand moment que cette découverte. Et donc aujourd'hui nous allons en profiter après avoir fait ce petit focus sur cette pièce historique qui a été retrouvée de façon un peu merveilleuse. Enfin, c'était un fortuit coup du destin. En tout cas, nous allons parler donc de l'engagisme à La Réunion et de ses différents aspects. Mais avant d'aborder l'engagisme, on va faire un petit retour un petit peu sur les différents éléments que nous commémorons chaque année, puisque à La Réunion, nous avons un certain nombre de dates et au niveau national qui sont importantes. Alors, notamment, l'esclavage, pour ne pas commémorer, pour ne pas oublier, ainsi que nous l'avons ici. Oui, j'ai voulu présenter ces dates pour rappeler qu'il y a désormais une série de dates, et c'est tout à fait heureux
qu'il y ait maintenant une série de dates tout au long de l'année pour marquer cet événement douloureux qu'a été l'esclavage et la traite à La Réunion, à l'île Bourbon et dans d'autres régions du monde. Et là, on voit toutes ces dates, le 25 mars, décrétées par l'ONU, mais on ne va pas toutes les passer en détail. Et il nous manquait une date également, c'est la date du 23 mai. Nous voyons donc le 23 mai, donc la journée d'hommage national aux victimes de l'esclavage, qui se confond parfois d'ailleurs avec le 10 mai, qui est la journée nationale des mémoires de la traite de l'esclavage. Toutes ces dates, pourquoi parler de ces dates aujourd'hui? On ne peut pas comprendre aussi l'histoire de l'engagisme indien à La Réunion, des engagistes, puisque nous en parlerons également, si on n'a pas en mémoire ces dates, si on n'a pas à l'esprit toutes ces dates et différentes étapes de la traite, que ce soit de la traite de l'esclavage et évidemment de l'abolition de l'esclavage. Évidemment, l'esclavage et l'engagisme, deux facettes d'une même pièce. Je laisse pour l'instant cela en question, sous forme d'interrogation, sachant qu'il y a quand même une notion fondamentale entre ces deux phénomènes, c'est-à-dire que ce que l'on ne retrouve pas dans le statut de l'esclave, c'est la liberté. Il y a au moins trois éléments, me semble-t-il. C'est la liberté, la présence d'un salaire pour l'engagé, et troisième élément, le contrat, ce qu'il n'y a pas. Évidemment, quand on est esclave, on n'a pas ces trois éléments, la liberté, le salaire et le contrat. Et quand on est engagé, ce n'est pas la même chose. Donc, on voit qu'il y a un distinguo. De toute façon, il y a un changement radical quand on passe du statut de l'esclave au statut de l'engagé. Mais on verra au fil de l'émission qu'il y a aussi beaucoup de ressemblances. Bien sûr. Alors, je rajouterai juste une petite date pour nos amis réunionnais, qui est le 20 décembre, bien sûr, qui est la fête de l'abolition de l'esclavage que l'on célèbre chaque année ici. Alors, par ailleurs, donc là, nous allons donc plus particulièrement examiner l'engagisme. Alors, donc, l'engagisme qui va concerner un grand nombre de personnes. Alors l'engagisme, les dates, comme on peut le voir sur cette diapositive, c'est à partir de 1828, c'est par anticipation 1828, parce que évidemment ça va commencer après l'abolition. Mais je vous laisse nous parler un petit peu de tout ça et des débuts véritablement de tout cela. Alors, vous avez raison de dire que ça commence en 1828, et puis c'est l'an 1 maintenant de l'engagisme, puisque nous savons, vous et moi maintenant, désormais, comme dirait l'autre, jusqu'à présent on ne savait pas. Maintenant, on n'a aucune raison de dire qu'on ne savait pas, puisqu'on sait que c'est le 3 juin 1828 que la turquoise accoste au Barachois, au Saint-Denis, donc pas loin de la place du gouvernement, pas loin de l'hôtel de la préfecture d'aujourd'hui. C'est donc l'an 1 de l'engagisme désormais. Pour autant, nous savons que les Indiens sont arrivés ici quasiment au même moment du peuplement de l'île. Et là, nous avons la date de 1672, où les premiers Indiens arrivent à La Réunion. Nous avons ensuite une série de femmes, les 14 premières femmes de Goa, dont on a pu dire qu'elles sont venues ici pour fonder famille avec des premiers colons et donner donc les familles réunionnaises. Hein. Ce qui fait dire aujourd'hui à beaucoup d'intellectuels ou de personnes, de toute façon, qu'il y a un grand nombre de familles réunionnaises qui possèdent directement ou indirectement un ancêtre indien comme un ancêtre africain et naturellement un ancêtre européen. Oui, tout à fait. Alors, revenons. Donc l'engagisme commence bien avant 1828. L'engagisme commence, j'allais dire, à l'aurore même, finalement, du peuplement de l'île. Le peuplement de l'île, 1663-1665 pour ceux qui préfèrent. Dès le lendemain, donc 1672, 1678. Et fil en aiguille, on va voir que tout au long du déroulement du peuplement de l'île, il y a la présence et des Africains et des Malgaches et d'autres nations et naturellement des Indiens qui sont là pour constituer ce peuple entre guillemets réunionnais. Ah, moi j'ai une interrogation. Est-ce que dès l'arrivée donc des passagers de la turquoise, ces travailleurs indiens, ce sont des travailleurs qui ont un statut différent des esclaves, c'est-à-dire qu'ils viennent eux comme un petit peu déjà les prémices de l'engagisme? Je vois où vous voulez en venir. Vous voulez m'amener sur le terrain qui consiste à dire il y a l'esclavage, comment on fait pour travailler librement si on n'est pas sous le joug de l'esclavage. Et là, vous avez totalement raison, puisque outre, je dirais, les colons, les créoles libres, les Européens qui sont à La Réunion, me semble-t-il, il reste deux sortes de statuts. Il reste donc évidemment l'esclavage, le statut de l'esclave, et il reste un deuxième statut qui est le statut du libre, de celui qui a été émancipé, qui jouit maintenant d'une liberté. Je pense notamment aux libres de couleur, qui sont des métis, des créoles, ou des anciens affranchis, des anciens esclaves qui sont désormais affranchis. Et donc, effectivement, vous avez raison, on peut faire un parallèle sur le fait qu'avant même 1848, il y a ici évidemment plus de 60 000 esclaves, mais qu'à côté de cela, il y a un certain nombre d'individus qui travaillent librement par le biais d'un contrat.
Ce sont les travailleurs libres, les premiers travailleurs libres. Et on a pu dire aussi, et même on a pu même sourire de cela, à savoir que on a pu avoir dans les champs de canne, par exemple, des travailleurs libres travailler sous le joug d'un commandeur qui, lui, était esclave. Et c'est en ça qu'il y a eu donc cette contradiction, ce paradoxe, et qui a poussé un certain nombre de travailleurs libres, indiens ou africains ou d'autres, parce qu'il y en avait aussi. Je ne suis pas en train de dire que seulement les Indiens travaillaient librement. Il y avait d'autres individus de différentes nations qui travaillent, quelques-uns qui travaillent librement, et ça les a incités à dire, mais on ne peut pas continuer à travailler sous le joug de quelqu'un qui est esclave, qui est ferré, quoi, qui est enchaîné. Alors justement, mais vous verrez qu'on n'est pas une contradiction près dans notre histoire, mais vous le saviez déjà. Oui, tout à fait, mais c'est très surprenant parce qu'on a souvent vraiment des présuppositions sur cette période qui sont beaucoup plus tranchées. Donc et l'historien, comme dirait Marc Bloch, il est là juste pour, sans faire jouer au pédant, mais l'historien, il est juste là pour son humble mission, à la vérité. Et c'est en ça qu'il était, je trouve, passionnant en même temps et, comme vous dites, stimulant pour nous autres d'apporter cette date de la turquoise, pardon de revenir là-dessus, mais cette date de la turquoise et ce bateau premier, quoi, pour les Indiens. Alors justement, voyons un petit peu un premier esclave à Bourbon qui semble-t-il était indien en 1687. Je vous propose de nous en dire un petit peu plus long. Il n'y a pas de semble-t-il. Il est avéré par des historiens de renom que le premier esclave à La Réunion même, on voit là sur l'image importée, donc qui est esclave à La Réunion, il est arrivé esclave à La Réunion, ce jeune Indien de 12 ans. Il appartenait à un curé, il a été revendu à un autre créole, en tant qu'esclave à nouveau. Donc on est présenté comme le premier esclave importé, donc acquis comme esclave et vendu évidemment comme esclave. Bien. Donc, et c'est le père Barassin notamment, pardon de citer les sourdes, mais vous savez ce qui nous différencie des autres. Les historiens aiment bien rappeler que si on parle d'histoire, c'est parce qu'il y a une note de bas de page, et ce qui a des références systématiques, mais constamment lorsqu'on débite, lorsqu'on parle, ou lorsqu'on écrit, on a constamment le souci de renvoyer à des références, à nos aînés je dirais, mais en même temps à des références sûres. Et là, s'agissant de ce petit esclave de 1687, c'est le père Barassin qui a apporté cet élément. Alors c'est très intéressant pour tous ceux qui nous suivent parce ils pourront aller plus loin comme cela en consultant ces différents auteurs que vous citez et puis je me permettrai de vous citer également comme auteur. Donc nous avons vu tout à l'heure qu'on avait globalement deux statuts, des esclaves et des libres. Sur cette île. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est un petit peu de nous parler des prémices de l'engagisme. Alors, bien sûr, dans ces prémices de l'engagisme, nous avons évoqué la turquoise qu'on va en profiter pour revoir à nouveau. Mais je voudrais que vous me parliez plus exactement du statut donc dans ces prémices de l'engagisme. Qu'est-ce que c'est un engagé? Est-il véritablement un esclave? Quand est-ce que ça commence? Comment est-ce que finalement quels sont les premiers contrats, etc. Alors on va voir ça là tout de suite à l'écran puisqu'on avait différents points que nous allons évoquer. Alors, on suis sûr que c'est Nicole Robinet de la Serve, qui lui-même était un propriétaire et par ailleurs intellectuel brillant. On pense tout de suite au franc créole, mais là, je ne vais pas entrer dans une autre page de l'histoire. Et c'est lui qui aurait susurré donc au gouverneur de l'époque cette idée qui était de dire introduisons à La Réunion non plus des esclaves d'Afrique, mais des travailleurs qui viendraient d'un autre pays pour ne pas justement être accusés de refaire les mêmes schémas, mais on reviendra là-dessus, sur ce point-là. Et c'est lui qui aurait susurré au gouverneur, en tout cas au cabinet du gouverneur, cette idée de faire venir des travailleurs libres qui ne seraient plus sous le joug de l'esclavage, mais qui travailleraient sous l'idée à partir d'un contrat en tant que travailleurs libres. Cette idée vient de lui, et donc elle a été expérimentée. Donc jusqu'en 1848 où arrive l'abolition. Et puis les grands propriétaires, ce qu'il faut dire également, c'était qu'on était dans un contexte relativement explosif, puisqu'il se disait partout dans le monde et même à Bourbon que l'esclavage n'en avait plus pour beaucoup de temps. Et les propriétaires, les grands propriétaires, les plus grands planteurs, comme on dit aussi, ils n'étaient pas plus imbéciles que les autres. Ils se disaient il faut prévoir la suite. Quel va être le plan B? Et le plan B, ça a été le sauvetage, la planche de sauvetage, la planche de salut. Plus exactement, ça a été de se tourner vers l'Inde, où il y avait une main-d'œuvre abondante, mais on verra aussi pourquoi, et une main-d'œuvre nouvelle, finalement, par rapport aux anciens esclaves venus d'Afrique.
Et ce D'accord. qui permet que la mayonnaise prenne à un moment donné et que cette affaire puisse sortir de la théorie et devenir pratique. Oui, tout à fait. Donc on voit que bon, on va avoir le début du salariat du coup avec ces engagés. On a véritablement une nouvelle ère qui s'ouvre, comme vous C'est l'aviez ça. fort bien expliqué. Il y a une expérimentation, pardon de vous couper, mais il y a une expérimentation qui est faite avant 1848. On voit comment se déroule le système, avec des hauts et des bas naturellement. On voit ses difficultés, on voit ses forces et ses faiblesses. Et après 1848, me semble-t-il, le système, il est bon pour prendre son envol définitivement et pour irriguer l'île, je dirais pas inonder n'est pas le bon mot, mais pour irriguer l'île de ses forces nouvelles. Et on va monter jusqu'à 120 000 Indiens à La Réunion. Sachant que je retombe tout de suite sur mes pieds pour vous dire, évidemment, quand on parle d'engagisme, on le verra aussi, mais il y a plusieurs nuances d'engagisme, si je puis dire, pour prendre un mot à la mode, mais on parle davantage maintenant, puisqu'on a une plus grande maîtrise de notre histoire, on parle plutôt de désengagisme que de l'engagisme. S'il est vrai qu'aujourd'hui, nous concentrons davantage sur l'engagisme indien, il est naturellement vrai que l'engagisme a concerné l'Afrique, la Chine, Madagascar, les Comores et encore d'autres pays. Bien. C'est évident. Alors, on va parler un petit peu en détail maintenant de l'engagisme avec les notions de salaire, etc. On va un petit peu aborder les choses par l'intérieur. Donc, la notion de salaire minimum qui était assez peu élevée, comme on peut le voir sur cette diapositive. Tout à fait. Lorsqu'il a fallu convaincre les individus de venir ici, là on prend dans le cas d'un Indien, hein, et lorsqu'il a fallu convaincre les individus de quitter leur pays, cet enracinement. Et puis pour ce qui est de l'Inde, je voudrais juste donner un mot indien, hein, le Kalapani, cette règle qui est un peu immanente comme ça, qui est incontournable quasiment pour l'Indien, l'Hindou, qui est de ne pas quitter le pays puisqu'on irait vers des souillures, hein, l'océan noir, sombre. Donc il fallait convaincre. Et là on a des arguments dans un pays qui a été aussi confronté à des conflits tribaux, à des aléas climatiques, donc les cyclones, on connaît bien ici, et puis des conflits interethniques. Et aussi parfois des crises de l'artisanat et d'autres facteurs encore. On comprend que lorsqu'on met en avant des arguments tels qu'un salaire minimum, qu'un salaire, donc là on parle de 10 francs ou 4 roupies, mais cette somme a évolué, hein, dans un sens comme dans un autre. Et là, on parle là, il est question de leur fournir du riz. On voit d'où vient l'origine du riz aussi. On parle de légumes secs et un peu de sel. Du salaire minimum. D'autres éléments vont entrer en ligne de compte et ces éléments, finalement, après, vont être partagés avec tous les engagés. Alors justement, en parlant des autres engagés, on voit que nous avons des engagés de nombreux pays, pas seulement d'Inde, comme on peut le voir là sur cet écran. Oui, des engagés qui viennent, je vous le disais aussi, de toutes parts de par le monde. Évidemment, ils peuvent venir d'à côté de chez nous, je dirais, de l'île de Rodrigue, donc des Mascareignes même, mais ils peuvent également venir de l'Annam, hein, c'est l'actuelle Indochine, le Vietnam. On voit qu'il n'y avait pas beaucoup d'individus, hein. De Chine également, il n'y en a pas eu beaucoup. Il y a eu quelques expériences qui ont été menées, mais entre guillemets malheureuses. Des individus venaient des Comores et on voit que pour l'Afrique, on a ponctionné énormément également, hein. Vous voyez, pas moins de 37 000 individus. On sait bien que là, ce n'est pas une science exacte. On sait bien que, par exemple, que ce soit pour l'Afrique ou pour l'Inde, on sait bien que le chiffre de 120 000, c'est le chiffre officiel qu'on a retrouvé sur la base des écrits, mais que ce chiffre devrait être corrigé plus tard. Oui, alors, c'est pour ça également qu'on parle désengagisme. On voit que là, l'engagisme concerne des Rodriguais et des Malgaches. Et d'ailleurs, il est bon de rappeler que ce sont les Rodriguais qui ont fermé la marche avec les Malgaches en 1937, lorsque s'arrête l'engagisme. Et ce ne sont pas des Indiens, mais ce sont plutôt des Rodriguais et des Malgaches qui sont les derniers engagés. Et en 1937, c'est le Bureau de la main-d'œuvre qui reprend en charge les derniers engagés qui restent, puisque le système avait évolué, le système administratif en France avait évolué, donc évidemment à La Réunion également. En 1937, les derniers engagés passent sous la coupe de ce qu'on appelait la main-d'œuvre, plus tard, aujourd'hui, qu'on appelle la DIECT, hein, le Bureau du travail. Tout à fait. Alors, donc, nous allons à présent voir un petit peu pourquoi ce sont des Indiens qui viennent. Alors, il y a, vous avez la réponse qui s'affiche, c'est-à-dire que les colons réunionnais, conscients
qu'ils avaient une mauvaise publicité qui était partie de Bourbon et de par le monde, que ça se disait qu'à l'île Bourbon, les choses s'étaient pas bien passées comme également aux Antilles françaises avec les esclaves et que voilà, il y a eu des maltraitances, exploitation de l'homme par l'homme. Ils voulaient tourner la page. Ils voulaient pas retomber dans ce pli, si vous voulez, de l'esclavage avec les Noirs africains. Il y a eu également l'affaire du Mascareine qui apporte le choléra à Bourbon, à La Réunion, qui en 1859 et qui fait pas moins de 3000 victimes. Et il y a aussi la détermination des esclaves à ne pas retourner dans les champs. Comment voulez-vous repartir dans les champs? Vous avez connu des maîtres, les esclaves, donc les anciens esclaves, comprenaient bien qu'ils allaient retrouver les mêmes maîtres. Alors le statut aura changé, mais et c'est là aussi que parfois je tiens à te rappeler, mais peut-être enfoncer une porte ouverte, mais comment voulez-vous que même si la loi change du jour au lendemain, de demander à ces grands propriétaires qui jusqu'à hier soir donnaient des coups de rotin ou appliquaient finalement les règles de l'esclavage, comment voulez-vous que du jour au lendemain ils deviennent des employeurs, des managers, on dirait aujourd'hui, Joël Brunet, des managers avec ces travailleurs? Donc c'est pas possible, c'est juste pas possible. Ce qui explique aussi l'appréhension des anciens esclaves, donc déjà franchis, à ne pas retourner systématiquement dans le champ. Et c'est ce qui explique donc la nécessité vitale pour les colons et les planteurs d'aller chercher vers d'autres horizons des travailleurs de l'Inde, d'Afrique, de Chine fait. ou d'ailleurs. Tout à fait, donc là on comprend bien. Alors on voit donc que ces travailleurs immigrés, entre guillemets, deviennent assez rapidement nombreux et surtout de plus en plus nombreux. Oui, il y a on une voit à travers ces dates. Tout à fait, on voit que leur nombre est multiplié par 3. Ouais. Par 6, pardonnez-moi. J'ai toujours eu un problème avec les mathématiques. Au moins multiplié par 6. Et on peut imaginer, sans vouloir faire d'anachronisme, l'opinion de l'époque, qui en 1947 se retrouve avec 3000 travailleurs étrangers, la présence de 3000 immigrés, qui quelques années après, donc 5 ans après, donc un quinquennat après, comme dirait l'autre, se retrouvait avec 6 fois plus d'étrangers, de travailleurs nouveaux. On peut comprendre peut-être leur appréhension et leur prise de conscience qu'il y a manifestement quelque chose. Et il y a peut-être, en histoire, comme on dit aussi, peut-être une césure qui se produit à ce moment-là dans notre fil de l'histoire. Oui, c'est vrai que là, du coup, on a véritablement, en 47, on est à un an de l'abolition de l'esclavage. Après, on se retrouve vraiment avec un flot de population qui arrive. C'est vrai que forcément, ça modifie une population, et la population réunionnaise. On va voir un petit peu quelques détails là justement sur les différentes dates d'immigrants sur la diapositive suivante. Oui, alors vous voyez donc la population réunionnaise, et à côté de cela, vous voyez cette évolution dont on vient de parler, et il convient de ne pas oublier également les événements de Saint-Domingue, et avec l'action de Toussaint Louverture, et de Messaline notamment, sur cette révolte, la révolte de Saint-Domingue, qui pour nous apporte deux conséquences directes. D'un côté, il y a cet écho. Donc les grands planteurs ont également peut-être, entre guillemets, une appréhension là aussi, pour ne pas dire non pas une frustration, mais une peur aussi quelque part, de voir se reproduire ce qui s'est passé là-bas. Oui, alors juste, pardonnez-moi de vous interrompre quelques instants. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui s'est passé à Saint-Domingue? Alors, Saint-Domingue, c'est la révolte des esclaves, et la première qui est dans l'histoire considérée comme la plus spectaculaire, et qui donne, j'allais dire, un peu le là de toutes les révoltes qu'il y a pu avoir, de toute cette prise de conscience des esclaves, qu'il existe d'autres humanités, d'autres mondes, et qui convient à un moment donné peut-être de se révolter contre le système. Et c'est le nom de Toussaint Louverture qui est resté dans l'histoire, dont on a pu dire par ailleurs que sa personnalité peut-être a pu être controversée, et c'est dans son sillage également que Messaline arrive, et je vous disais donc qu'il y avait deux échos. Il y avait donc cette crainte des planteurs qui s'est passée là-bas se reproduit ici. Et deuxième élément important pour nous, qu'il faut absolument souligner, c'est bien parce qu'il y a la perte pour la France de Saint-Domingue qu'on pense à trouver, pardon de reprendre le même terme, mais un plan B, à savoir la canne à Bourbon. La canne au Bourbon et aux Antilles françaises cette fois-ci, c'est-à-dire en Guadeloupe, Martinique principalement. Et ça explique aussi pourquoi alors que le café est en train de décliner,
on pense à produire de la canne à sucre ici, puisqu'on a plus Saint-Domingue. Ouais. Alors là, moi, sur ce tableau, c'est particulièrement impressionnant puisqu'on voit la part d'arrivée des immigrants sur une population globale. Quand on voit en 1873 une population globale de 185 000 habitants et 61 000 immigrants, c'est vrai que ça dépasse très largement ce qu'on a l'habitude de voir dans nos sociétés actuelles et qui pourtant parfois crée un certain nombre de reculs ou de certains. Ça, c'est vrai. Également, de même en 1848, lorsqu'il y a la libération des esclaves, donc quand il y a le phénomène de l'abolition, et c'est Sudelfima qui parmi les premiers le rappelait, il y a la libération de pas moins de 62 000 esclaves. C'est énorme aussi, hein. 62 000 individus qui étaient enfermés hier, entre guillemets, qui du jour, pas entre guillemets, c'était la réalité, qui deviennent du jour au lendemain libres. 62 000 individus, on ne sait pas ce qu'ils peuvent faire, ils peuvent prendre en main leur destin, leur liberté. On peut imaginer aussi qu'ils se révoltent, peut-être, ou une tentative de prise de possession de l'île, on ne sait pas. Tout peut arriver et c'est énorme finalement, cette présence massive de libérer. Et c'est un jour nouveau qui éclaire à La Réunion. Hein, oui, c'est vrai qu'avec ces chiffres, en fait, ça permet de prendre mieux conscience des incroyables bouleversements qui étaient attendus, qui ont pu se produire et qui finalement ont été relativement mineurs par rapport à une situation dont on aurait pu imaginer qu'elle puisse être explosive. Alors, on va refaire un petit peu un petit retour sur la répartition des engagés avec ce petit visuel qui va mieux nous permettre de voir un petit peu quels sont les différents engagés. On l'a vu tout à l'heure sur un tableau. Là, on le perçoit un petit peu mieux peut-être avec ce schéma. Oui, tout à fait. Et on n'est pas surpris de voir qu'il y a donc une grosse proportion de travailleurs qui viennent de l'Inde, de l'Afrique également. Et des autres contrées dont on a pu tout à l'heure signaler la présence, à savoir la Chine, de la NAM et de Rodrigue. Dire également que quand les Indiens quittent, je crois que c'est un élément important également, vous nous avez demandé tout à l'heure pourquoi les Indiens quittaient leur pays pour La Réunion. Et un des éléments, me semble-t-il, qu'on ne cite pas souvent, à part le salaire, la nourriture, c'est l'aspect religieux. Ils quittent leur sol en ayant pris soin d'écrire dans des conventions, et non pas des annexes. Dans les conventions, c'est écrit, dès 1828, Joël Brunet, qu'ils auraient droit à un lieu pour leur culte. Et ça, c'est écrit de manière systématique dans toutes les conventions. Et il y a cette présence religieuse. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, à l'île de la Réunion, donc en 2022, on a certes ce que j'ai appelé, moi, les saintes communes, hein, Saint-Pierre, Saint-Paul, bon, vous connaissez, cette litanie de communes hein, qui entoure notre île. Et il y a également, ce que peut-être qu'on voit un peu moins, mais les touristes le voient, c'est ce collier de temples tout autour de l'île, que ce soit sur le littoral ou sur les hauteurs, ce collier de temples. Mais tout cet héritage vient de 1828. Ouais, ça c'est très de étonnant. La convention de Yanaon, où les premiers engagés, donc Telenga, les 15 premiers dont on a parlé au début d'émission, qui disent, mais on veut bien venir dans votre île, mais vous nous laissez le droit de professer notre religion. Oui, alors ça, c'est... On vient de loin, clairement. Oui, c'est assez étonnant comme ça d'avoir les choses contractuellement parlant qui sont inscrites et qui perdurent. Ça, c'est vraiment... Mais c'est vrai que c'est... Et qui font la richesse aussi de ces temples, qui font la richesse de notre île aujourd'hui, de ses aspects touristiques, de ses aspects culturels, j'oserais dire de son vivre ensemble. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, on va rebalayer un petit peu l'histoire là de notre île à sucre. Donc, on est à présent on avance, on est entre 1815 et 1834. On va venir un petit peu rapidement là-dessus. C'est vrai que on voit que nous sommes dans un moment où il va falloir pouvoir relancer la production de canne à sucre. Et c'est bien pour ça qu'on se retrouve avec un mouvement sur l'engagisme aussi important. Oui, en effet, je ne reviens pas sur l'affaire de Saint-Domingue, donc juste avant 1815, et puis le retour de l'île Bourbon à la France à partir de 1815, et ce développement, cette mise en sucre, comme ont pu dire d'autres historiens, de l'île. Et on voit qu'à travers ces chiffres que la seule année ou l'une des rares années où la production n'augmente pas, c'est en 1944, puisque nous sommes entre deux guerres. Alors, nous sommes dans la Seconde Guerre mondiale, mais autrement, on voit que la production sucrière, la production de canne, n'a pas cessé d'augmenter.
On voit seule la crise sucrière. Alors, la crise qui d'ailleurs, vous noterez en même temps que nous que malgré le développement de l'engagisme, des engagismes à La Réunion, eh bien, il y a une crise sucrière sans précédent qui commence dès 1960 et ça colle un petit peu avec la signature de la Convention internationale, dont peut-être on va parler après, entre la France et l'Angleterre, qui fait qu'on a pu avoir l'engagisme, j'allais dire, de manière massive. Eh bien, il y a cette crise sucrière et malgré cette crise sucrière, on voit que ce qui est prévu dans l'histoire se produit quand même, à savoir ce flux migratoire qui arrive et qui va aller jusqu'en 1882, donc le 11 novembre 1882, lorsque l'Angleterre décide de suspendre l'immigration indienne pour l'île de la Réunion. Ah oui, tout à fait. Donc, on voit qu'on est dans... Voilà, c'est tout à fait ce qui est à l'écran, là, ce qui va venir à l'écran. C'est vrai qu'on voit qu'on a un phénomène de push and pull de ces migrations. Oui, les Anglais aiment bien ce phénomène-là. Oui. Et on les a, de toute façon, tout à l'heure soulignés. Les aléas climatiques, on connaît. Les troubles interethniques, les problèmes de caste, de toute façon. Il y en a toujours eu. On en parlera peut-être plus précisément dans d'autres émissions. Et la présence de la perfide albion sur le sol indien, qui, par des manières dilatoires et d'autres procédés peu amènes en tout cas, concurrencent de manière déloyale les artisans indiens, notamment ceux du textile, et qui sont obligés de céder la place et meurent à petit feu. Et lorsqu'on leur propose d'aller dans de nouveaux territoires pour travailler, pour avoir un peu d'argent, eh bien, ils sont obligés de négocier avec des règles parfois de caste ou de religion pour espérer trouver un peu de soleil, si on peut dire. Oui, tout à fait. Alors, ce que je vous propose, c'est que nous terminons cette émission à ce point-là. Nous allons en enregistrer une suite dans laquelle on va pouvoir avoir un petit peu la suite de ces éléments, c'est-à-dire la Convention internationale, un petit peu les droits des femmes, etc. Je pense qu'on va se retrouver très vite. En tout cas, je vous remercie infiniment, Dr Jean-Régis Ramsamy, de cette émission qui est vraiment passionnante. Et donc, nous allons nous retrouver très bientôt pour le 2e épisode de cette série. Merci à vous. Merci à toutes et à tous.